Bonjour André, voilà, Bonjour. je suis Mickaël Koskas, je me présente pour tous ceux qui vont nous regarder. Aujourd'hui, je te reçois pour parler de l'ensemble de ta carrière. Voilà, alors, Monsieur André Zetoun, je vais vous le présenter, c'est le formateur d'énormément de champions en boxe thaï, hein, notamment Monsieur Jean-Charles Skarbowski, Monsieur Jérôme Le Banner, Monsieur Johan Fauveau Ouais. et énormément d'autres d'ailleurs. Ouais. Alors, moi aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ChatGPT qui est Monsieur André Zetoun. Alors ouais, je vais te lire ce que ChatGPT m'a dit. D'accord. Tu dois me confirmer si les anecdotes sont vraies ou fausses. Alors déjà, Monsieur Zetoun, c'est un multiple. T'as formé des multiples champions du monde de boxe thaï, mais toi déjà, t'as été champion toi-même. Champion de quoi il dit? Alors ChatGPT, il dit que t'as été déjà, t'es une figure emblématique du Muay Thai en France, ce qui est vrai, reconnu pour ta carrière de combattant, ton rôle de formateur de champion et ta contribution à la diffusion de cet art martial. Moi, je trouve ils ont oublié des petits trucs. Alors déjà, t'es né dans une famille de boxeurs. Ouais, c'est vrai. Voilà. T'as pratiqué le judo, le Ouais. karaté et la boxe anglaise. Ouais. Alors déjà, sur ça, on est bon. Ensuite, t'as découvert le Muay Thai en 1980 au Yamatsuki Club. Alors avant. Ah voilà, donc déjà sur ça, il a une Avant, erreur. avant. Non, en fait, j'ai découvert en fait, je faisais du karaté, la boxe anglaise du karaté à Drancy, avec Christian Baffir et tous mes potes Ok. des 4000 logements de la Courneuve. On s'entraînait au Fuji Club de Drancy. Ok. Et notre prof Christian Baffir, en parallèle, il faisait de l'anglaise, la boxe anglaise, et en parallèle encore, il faisait de la boxe thaïlandaise. Et il a été champion de France et champion d'Europe. Ah ouais. Ouais, il a été plusieurs fois champion de France, 6 fois. Il a été 3 fois champion d'Europe de boxe thaï. Et il boxait dans la catégorie des 72 kilos. Ok. On se connaît depuis 1977. C'est une personne que j'aime profondément. Et on se voit régulièrement, on est toujours très proches. Il a été donc champion d'Europe et il nous faisait des petits cours, tu vois, de temps en temps il nous disait il y a ça. Et Alors que vous faisiez de la boxe anglaise à la base. et karaté. Ok. Karaté. Moi j'avais fait les championnats de Seine-Saint-Denis de karaté, j'avais gagné les championnats de Seine-Saint-Denis de Ah. karaté. Oui, mais c'est du karaté, c'est voilà. Ça reste, ouais, le karaté, ça reste un peu les katas, les choses comme ça. Non, un c'est peu- non, c'était en compétition. Ah, compétition, d'accord. Et je veux même, si tu veux, si tu permets, je te raconte une Bien petite sûr, bien anecdote, sûr. tu vas Avec rigoler. plaisir. Un jour, je gagne les championnats de Seine-Saint-Denis de karaté, j'avais 14 ans. Et Christian Baffir, il me dit, écoute, comme tu as gagné le titre de champion de Seine-Saint-Denis en karaté traditionnel, hein, on faisait du Ouais, bah Wadoryu, et il me dit, reste en kimono, tu vas être décoré par le maire de Drancy. Mais La classe. c'était en hiver, ouais. Ok. Sauf que toute la journée, je suis resté en kimono. On n'a jamais vu ni le maire, ni la mairie, ni décoration, ni rien. Je suis rentré chez moi le lendemain, j'ai pas été à l'école pendant une semaine. Je chopais la crève parce Ah que non. je suis resté en kimono toute Il la t'a fait une journée. blague ou il savait Non, pas? non, il est sérieux, Christian, tu vois. Ah d'accord. Mais c'est une anecdote de ouf, Ah tu c'est vois. marrant. C'est marrant. Quand même. Et j'ai chopé la crève, et je me rappelle, je suis resté plusieurs jours. Non, mais je chopais genre une grosse Ah, grippe grosse de ouf. Parce que je suis en kimono, il caille au mois Ah de ouais. février. Surtout à Paris. Hein. Et donc c'était à Ah, il Drancy, voilà. Donc on a commencé. Moi j'ai découvert la boxe thaïlandaise en 78-79 en vrai. Ok. Découvert. Mais quand je te parle, j'en ai pas fait, j'ai découvert. T'as vu quoi? T'as vu des films? T'as vu? Alors, j'ai en fait, j'ai un ami très proche, qui s'appelle Omar Benamar, qui vient de ma cité, qui Ok. a été un champion de France de boxe thaïlandaise, Ah oui. et c'est un des précurseurs du Muay Thai, de la boxe thaïlandaise, aux 4000 logements à la Courneuve. Donc lui, il nous montrait des trucs dans le hall de Ok. l'immeuble, tu Ça vois. t'a donné envie quoi. Pas trop, non. Ah non? Non, franchement, j'avais trop Je hâte. trouvais ça violent, non? Ah, j'avais trop peur. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je te dis la vérité, avant de pratiquer, quand j'en ai parlé à mes parents, eux, le cliché de la boxe, c'est le nez cassé Oui. ou se faire péter les jambes. Mes parents, moi, le jour où j'ai fait mon premier cours de boxe, ils sont venus me parler, on dirait j'avais fait un marathon. Alors qu'en vrai, c'est un cours de boxe, quoi. C'est, t'apprends. Parce que la boxe, faut savoir pour les gens qui nous écoutent, c'est pas un sport violent. Oui, on frappe. Oui, on est un peu dans le mood où on fait des combats, des choses. Mais j'ai jamais vu quelqu'un dans un cours de boxe, en tout cas c'est rare, quelqu'un de haineux qui va frapper pour faire mal, quoi. C'est vraiment pour apprendre. Après, ça dépend les cours, ça dépend les profs aussi. Comme ils disent dans Karate Kid, ça dépend du sensei. C'est-à-dire, si un prof il apprend mal, c'est sûr ça va mal se passer. Mais en général, les profs qui ont une salle, ils apprennent l'humilité, le respect aux boxeurs. Ça, c'est important de le dire aussi, parce que les gens, ils ont une image de la boxe, c'est que de la violence, que ça va frapper. Comme pour le MMA, d'ailleurs, il y en a plein qui hésitent à le faire pour ça. Je pense qu'aujourd'hui, la seule chose qui différencie un cours d'un autre, c'est le prof et ce qu'il apprend aux élèves, surtout. Ça, c'est important de le dire. Maintenant, on va continuer sur Ouais. l'interview. Allez, c'est parfait. Alors, t'as été champion de France junior en 1984, seulement 4 ans après avoir commencé la boxe thaïlandaise. Ouais. Ok, donc ça, on est bon. Ensuite, tu t'es perfectionné au camp Patruang. Pas que long. Voilà, j'ai du mal à le dire. Ouais. Ruang Lang. 19 combats, 14 victoires et champion de France classe B.
Ouais, mais c'est que classe B, c'était en fait champion de France junior. Elle est belle l'histoire. Ouais, non, c'est une petite 14 victoires, c'est bien déjà. Ouais, mais arrête. Moi, j'ai 0 victoire pour 0 combat. Oui, mais je suis, Non, en vrai, je mens en fait. J'ai fait un combat interclub et j'avais gagné. Mais bon, je m'étais fait un peu. C'est une petite carrière de rien du tout. Non, vraiment. Moi, je m'en fous de ça. C'est pas super important. Oui, toi, tu préfères l'enseignement, tu préfères transmettre. Bah oui, bien sûr. Alors maintenant, on va parler du parcours du plus récent parce que aujourd'hui, tu es à la tête du club de la Team Zetoun. Ouais. Voilà. T'as formé, là-bas, t'as formé des champions sur place. 26 champions de France. Waouh. Ah ouais. Et 11 vainqueurs de la Coupe de France. 6 champions du monde. Ouais. Non, 9 champions du monde et 6 champions d'Europe. Respect. Ouais. Respect. Non, je le dis parce que les gens, ils pensent que j'ai eu que Ouz, Karboski ou le Banner ou Yohan Fovo, mais j'ai eu Kamesh. Parce que c'est plus médiatisé, en fait. Ouais, j'ai Kamesh Waref aussi, j'ai eu Totov. J'ai Totov très très fort. Bien sûr. Totov excellent, j'ai toujours aimé ce combat. Bien sûr, tu vois, j'ai formé, j'ai formé 26 personnes qui ont été championnes de France. Ah, quand même. Et 11 vainqueurs de la Coupe de France, et je te parle même pas des finalistes. Et des champions de France cadets, minimes, tout ça, j'en ai eu un paquet aussi. Maintenant, on va parler d'un sujet, je me suis toujours posé la question. On est d'accord qu'en boxe anglaise, et t'es pas obligé de me répondre, c'est vraiment juste à titre informatif. En boxe anglaise, on est d'accord, il y a vraiment des cachets énormes. Pas trop. Ah ouais, tu trouves? Non. Il y a en boxe anglaise, il y a pas des cachets énormes. Beaucoup. Si tu regardes le nombre de pratiquants dans le monde, il doit y avoir à peu près 100 millions de pratiquants. Je parle professionnel plus, tu vois. T'as 100 millions de pratiquants qui font de la boxe anglaise. Il y en a quoi? Il y en a 80, peut-être 90 qui gagnent grave leur vie. Ok. Mais ce que j'allais te demander, c'est est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui un champion qui est médiatisé, qui passe avant, je sais que tes champions passaient sur Canal+ pour des combats. Est-ce que tu trouves que c'est aujourd'hui la boxe, surtout Muay Thai, est-ce que c'est vraiment un métier où on peut gagner sa vie? Non. Voilà. C'est ce que je me disais aussi. Non, moi je dis toujours, si tu viens faire de la boxe thaï en France pour gagner ta vie, change. Et en Thaïlande, tu trouves que tu peux plus gagner ta vie ou c'est pareil? Non. Ouais. Faut vraiment être les plus grands comme Buakao, Sanchai. Faut avoir du talent, faut avoir quelque chose en plus, et faut être bien c'est toujours pareil, il faut avoir un environnement. Exactement, l'entourage. Si dans le camp où t'es, il y a des grands promoteurs, Jeannot, Jean-Charles Karboski, il avait le présentateur télé. Chachai, il s'appelle Chachai. Ok. C'est le plus grand présentateur télé de Muay Thai à l'époque. En Thaïlande? Ouais, bien sûr. Et il l'a pris sur son aile. Donc, à partir du moment que t'as un environnement, t'as des gens qui s'occupent de toi. Si t'as du talent, en plus, si t'es sérieux, et tu boxes bien, bah, tu peux que monter. Tu peux que monter. Mais faire de la boxe thaï pour gagner de l'argent, je te dis tout de suite, et je leur dis tout de suite aux gens, non. Tu as raison. Ouais, c'est bien de prévenir parce que tu sais, les jeunes aujourd'hui, ils rêvent déjà avec l'UFC, aujourd'hui le MMA. Ouais. Tout le monde veut devenir combattant. Moi, j'entends des gens qui n'ont jamais fait de sport de combat me dire je veux faire ça. Ce qui est bien, d'un côté, ça leur donne un objectif. Mais ils pensent, quand ils voient les sommes astronomiques que gagnent les champions aujourd'hui. Mais il y en a combien qui gagnent des sommes astronomiques? C'est comme moi, je te dis la vérité, je fais du stand-up, comme tu sais. Aujourd'hui, si tu prends les humoristes, il y a que les 10 ou les 15 vraiment connus qui gagnent bien leur vie. Tous les autres, on fait les comédie clubs et on essaie de gravir les échelons. C'est très dur. Pour avoir une carrière. Mais après, on le fait par passion avant tout. Et ça, les gens, ils oublient. C'est que les combattants, aujourd'hui, s'ils le font, c'est par envie et passion, je pense, avant de le faire pour autre chose. Tu fais du stand-up? Moi, j'ai le fils d'un élève qui est connu. C'est qui? Younes Depardieu. Bah, je le connais très bien, Younes, c'est un ami. Bah, Younes, d'ailleurs, on te passe le bonjour. C'est un très bon ami, Younes. J'aime beaucoup. Fais un bisou à Momo. Mohamed, c'est son fils, il fait de la boxe. Exceptionnel. Son fils, je le kiffe. Younes, il est exceptionnel. Il est drôle, avant, il faisait avec Bambi en duo et aujourd'hui, il est en solo. Ah, il est exceptionnel, Younes. Ouais, et puis comment on appelle ça, tu connais le Paname? Je jouais là-bas. Le patron. Ah, Karim Kachour. Ouais, Karim. Okay. Karim, c'est un de mes élèves, il faisait de la boxe avec moi. Ok. Et il est balèze en plus, Karim. Ouais, il est grand, il promène son chien toute la journée. Ouais, exactement. Et quand il a commencé la boxe, il avait ouvert le Paname, et j'ai dit, putain, t'es courageux, parce qu'il y avait rien dans le quartier. Moi, j'avais ma salle rue de la Folie-Méricourt. Ah, c'est juste derrière. Ouais. Et je lui disais, lui, la Fontaine-au-Roi, lui, au croissant. Ouais, c'est ça. Et je lui disais, putain, t'es courageux, il y a personne dans le quartier, tu montais un truc, c'était immense. Finalement, t'as vu, c'est devenu... Ça cartonne. Ça veut dire, mais ils étaient deux au début, hein. Oui, l'autre, je l'ai jamais connu, j'ai toujours connu Karim. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'avant le Covid, ça remplissait. Aujourd'hui, c'est à guichet fermé. Ça veut dire que le Paname, faut s'y prendre une semaine à l'avance pour prendre ses billets. Bon, c'est... Je suis allé manger il y a pas longtemps là-bas. Ouais, c'est sympa. Ouais, j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup ça. Ouais, j'aime bien. Après, ils me disent, descends en bas, il y a des... Moi, les humours, aujourd'hui, c'est pas méchant. Non, mais le stand-up, aujourd'hui, les gens, ils font tous la même chose, ils prennent des gens dans le public. Salut, je t'appelle comment? Alors, moi, je fais pas ça. Moi, je fais pas ça pour une raison. Je suis pas à l'aise avec l'impro. Ouais. Par contre, moi, je parle beaucoup de ma vie en autodérision.
par exemple, je te dis devant la caméra, je vais me faire vanner par mes potes, c'est pas grave. Je parle de ma calvitie, je parle de la plomberie, parce que j'ai fait de la plomberie, tu vois, quand j'étais jeune. Je parle de tous ces domaines-là, parce qu'aujourd'hui, je trouve que quand tu fais de l'humour, ou comme dans tout, faut parler de soi. Si tu parles des autres, t'essayes de jouer un rôle, ça se voit vite, tu vois. Alors que moi, j'essaye de parler de moi. Maintenant, on va revenir juste à l'interview ChatGPT. Alors, il dit que tu as été auteur de 2 livres sur le Muay Thai, c'est vrai. sur la technique, comme tu m'as dit tout à l'heure. Histoire et technique et je sais plus il y avait enfin j'en ai fait 2. J'en ai fait 2 qui ont très 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 bien marché. Et bah ça c'est génial. Et ensuite tu as fait aussi un DVD. Ah oui bien sûr. La technique au service de l'efficacité. Ouais. Ça aussi ça a cartonné. Il est sorti en 80 je crois il est sorti en 96. C'était marrant parce que un jour je vais à Marrakech. Ah bah non mais tu l'as vu Place Jamal Fna, c'est ça? Exactement, je suis avec Kamel Chouaref, avec Kamel Chouaref, enfin championnat du monde à Marrakech. On est dans le marché, il y a la place Jamal Fna, et on monte comme ça et je vois il y a un mec qui vendait des DVD par terre avec du plastique écrit en rebeu en français et c'était moi. Je lui ai acheté. Je te jure, je lui ai acheté, je les garde et je l'ai toujours parce que c'est écrit en rebeu et en français et il y avait marqué champion du monde. Je l'ai gardé. Tu veux que je te fasse rire? Ça me fait penser à une anecdote de Elie Semoun au Marrakech du Rire. Un jour, il passe place Jamal Fna. Il y avait un mec qui vendait le DVD de son futur spectacle. Il avait juste le nom du spectacle. Il avait même pas commencé son spectacle. Il était mort de rire. Ils sont trop forts. Ah, ils sont trop forts. Mais ce qui est bien justement avec le DVD, les livres, c'est que je pense qu'à l'époque, ça a dû t'attirer une notoriété que tu n'avais peut-être pas au moment où tu les as sortis. Non, si, ça va. Si? En fait, justement, c'est parce que j'avais déjà une notoriété super. qu'il y a la grande boîte d'édition qui s'appelait Chiron. Donc, Chiron, je connais. C'est fini, ça n'existe plus. Oui, mais à l'époque, c'était cool. Ouais, alors Chiron, c'était un truc c'est très spécial parce que Chiron, c'était une boîte d'édition qui était dans le 5e arrondissement et qui fabriquait et éditait des livres pour toutes les universités françaises. T'imagines le délire? Ah oui. Et ils sont passés dans Chiron Sport. Donc karaté, judo, tout ça. Ils m'ont contacté. On avait fait un contrat pour trois livres. J'en ai fait 2. Le 3e, ça devait être sur le combat. Et le premier et le 2e, ça a vraiment bien marché. Bah, ils ont vendu plus de 20 000. Ah oui. À l'époque, ouais. J'étais sûr. Sans promo, j'imagine. Ouais. De ta part. Non, mais il y avait pas Internet, il y avait pas tout ça. C'était en 2002, tu vois. Enfin, il y avait, mais c'était trop minime. Bien sûr. Et ils ont pas fait de la promotion du livre comme il aurait fallu, tu vois. Moi, j'ai pas fait des séances dédicaces, j'ai pas été à la Fnac, j'étais nulle part. Ils vendaient entre 85 et 150 livres par mois. Ah oui, quand même. Mais à l'époque, ils en ont vendu plus de 20 000. C'est énorme. De chaque. Ah, chacun. Ouais. Les deux. Ouais, il a été vendu 22 000. Même moi, j'étais, t'as dû être choqué. Mais j'étais choqué, mais j'étais agréablement surpris, tu vois, mais j'y croyais pas, quoi. Alors maintenant, je t'ai préparé un petit jeu. Vas-y. J'ai des anecdotes sur des boxeurs que tu connais forcément, je pense. Vas-y. Et tu dois me dire si tu sais quel combattant c'est et quelle période à peu près. Je pense que tu vas te rappeler. Ça va te faire un peu nostalgique. Alors, la première anecdote, celle-là, elle est vraiment très drôle pour le coup. Quel boxeur, avant de monter sur le ring, a demandé à son coach de lui enlever tout son matos, le gant, les scratchs et coquilles, pour pouvoir aller poser un classique? Est-ce que tu sais c'est quoi poser un classique? Aller faire caca? Voilà. Quel boxeur et quel coach, surtout? Ah, ça, j'ai aucune idée. T'as pas la rêve? Non. Ok. Si je t'ai dit qu'il est en face de moi. Maintenant, quel boxeur? Ah, avec Yoann Fauveau. Exactement. Mais oui, c'est vrai. Alors, j'ai contacté Yoann parce que comme je t'ai dit, je le connais. Et je lui ai demandé des anecdotes avec toi. Mais ouais, j'avais complètement... Mais c'est vrai. Il m'a fait tellement rire. Je t'explique, on s'est appelé. C'était à Levallois. On était en fou rire, les deux. Il m'a dit c'était les meilleures anecdotes avec André. Ah ouais, bien. Je te raconte des anecdotes avec lui. Si tu veux. Vas-y, on va voir. J'ai d'autres trucs, mais pas avec Yoann. Pas qu'avec Yoann. Alors, la deuxième devinette. Quel entraîneur ment à ses combattants avant de monter sur le ring en disant que les adversaires ont des petits palmarès? C'est moi. Alors qu'ils se chient dessus dès qu'ils entendent le c'est Yoann. Exactement. Il a dit, c'était les plus gros fous rires de sa vie. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en fait, je vous explique ce qu'il faisait André. Tu prenais le combattant en face de lui, tu disais, ouais, il a quoi? Il a 10 combats, 12 combats. Pendant que Yoann en avait peut-être 25 à ce moment-là. Non, c'était pas comme ça. Non, en fait, Yoann, il avait 16, 17 ou 18 combats, mais il avait aucune défaite, il gagnait tout, Yoann. Et il était dans une phase ascendante. Il montait grave. Et
et il rencontre Steve Valente. Steve Valente, je le connais bien, puisque j'avais été faire un stage à Strasbourg. Son prof, c'était mon pote. Et Steve Valente, il avait 44 combats. Wow. Il était champion d'Europe, champion du monde de kick et de boxe. Et Sami Kebchi et comment on appelle ça, Canal+, il me propose un combat contre lui. Et moi, je sais les qualités que Johan a. Bien sûr. Et je sais les qualités qu'a son adversaire. Et je dis, Johan, t'inquiète, tatati, tatata. Et là, il présente Steve. Ouais. Il nous vient de Strasbourg, il a 44 combats, 42 victoires et tout. Et là, Johan, il est en train de mourir. Tu sais, Johan, il m'a dit quoi? Il m'a dit que sur le moment, il t'a regardé, il t'a dit, André, tu te fous de ma gueule ou quoi? Ouais. Et que toi, t'étais mort de rire. Je lui dis, mais ça va, 44 combats de quoi? Ça dépend contre qui il a boxé et tout. Et Johan, il a gagné avant la limite. Oui, c'est ce qu'il m'a dit aussi. Il lui a cassé la côte. Ah putain, c'est beau. C'est beau, hein? C'est beau pour un boxeur de ce palmarès contre et quelqu'un pourtant, Steve Valente, il est fort, hein? Ouais. Ouais, mais à chaque fois qu'on a proposé des combats à mes élèves, moi, c'était, tu veux être le meilleur, il faut que tu rencontres les meilleurs. C'est la phrase qu'il m'a dit. J'allais te la dire, justement. Il m'a dit cette phrase, il m'a dit c'était ta phrase c'était la façon comment tu éduquais tes élèves. Ce que je disais à Skarbowski. J'ai dit, tu veux être le meilleur en France, tu rencontres les meilleurs. Tu rencontres tous les Français, ça sert à rien d'aller taper là-bas. Tape les Français, il a rencontré 22 Français, il en a battu 21. Il en a mis 20 KO. Non, moi, ce qui m'a impressionné avec Jean-Charles, justement, vu qu'on parle de ça, c'est quand il s'est battu contre Bois-KO, alors que c'était vraiment un peu avant le combat qu'il l'a su. Il n'a pas eu vraiment de temps de prépa. C'est pas vraiment ça. L'histoire, c'est pas ça. L'histoire, c'est Jeannot, et il s'entraîne en Thaïlande, et il prend un pouce dans l'œil à l'entraînement. Ah. Encore à corps, ou je sais pas quoi, un pouce. Donc pendant un mois, il était obligé de s'arrêter parce qu'il s'est infecté l'œil. Ok. Et comme il s'est infecté l'œil, il a pas pu s'entraîner. Donc il est monté sur le ring avec un minimum de cardio. Donc il a fallu qu'il gère pendant tout le combat. Pendant tout le combat, il a fallu qu'il gère. Mais tu sais que c'était lui le favori du combat. Il a pas perdu. Il a perdu, mais aux yeux du public, ils l'ont tous applaudi, Je pense que si Jeannot, si Jean-Charles, il avait pas été blessé, il s'était entraîné comme il faisait. Il l'aurait eu. Ouais, je pense aussi. On sait pas. Mais le combat, il aurait été différent. Fred Bois-KO, ça reste une légende aussi. Ah bah oui, hein, c'est le découpeur, comme il l'appelle là-bas. Il met des tibias. D'ailleurs, j'avais une question sur ça. Je reviendrai sur les anecdotes plus tard. Ça m'a toujours inspiré, fasciné, tout ce que tu veux. Le tibia chez les boxeurs. Comment ils font pour être aussi durs? C'est un truc que moi, t'as vu, j'ai toujours pratiqué la boxe, le Krav Maga, j'ai fait plein de sports comme ça. Mais c'est sûr que j'ai pas le tibia d'un boxeur thaï. Je sais que des fois, moi, je rencontre des gens en combat, juste on fait des sparring. Ils me mettent des low kicks. Je sens comme un bout de bois, un bout de bambou qui me tape. Quand je parle de ça, bien sûr, je parle des gens que j'ai rencontrés qui étaient vraiment dans un niveau qui faisaient des compétitions et qui étaient vraiment réguliers. Et je trouve qu'ils ont des tibias. C'est aussi dur qu'un coude, quoi. Comment ça peut... Bon, déjà, il faut que tu comprennes une chose, c'est que le tibia, c'est un os et ça durcit pas. Ok. Voilà. Un os du corps humain, ça peut casser, tu fais des microfêlures, voilà. Tu peux te faire des galères sur les os. Les os, ils sont pas là pour prendre des coups sur le corps humain. Les os, ils sont là pour tenir ton corps. Pour tenir les muscles. Si t'as pas d'os, bah, tu tombes. Donc, en fait, ils ont pas les tibias durs, c'est qu'ils ont une manière de travailler, c'est que les gens, ils s'entraînent régulièrement. Et à force de taper au sac, taper au pas haut sur les paillassons de cuir rembourrés, à force de faire des petits long chain, des petits combats entre eux. Alors, c'est pas qu'ils se durcissent le tibia, mais si tu veux, ils ont un rapport avec la douleur, parce que la douleur, c'est une information, hein. Ils ont un rapport avec la douleur qui est différente. Voilà. Alors, la douleur, c'est une information, c'est ta phrase fétiche, c'est ce qu'on m'a dit. Tu le dis tout le temps. Bien sûr. C'est ce qu'on m'a dit. Bah, t'as mal. Quand t'as mal quelque part, c'est ton cerveau. C'est l'information, elle monte au cerveau et ton cerveau, il fait quoi? Bon, bah, il est très mal et tout. Après, c'est à toi de gérer ta douleur. Moi, il y a une phrase que j'ai toujours aimée dans la boxe, c'est quand on dit, l'uppercut t'a enlevé la lumière. C'est-à-dire, quand tu t'es pris un uppercut KO, ça t'enlève la lumière, en fait. Ça t'éteint la lumière. Ça t'éteint la lumière, voilà, exactement. Alors, maintenant, ma dernière anecdote, qui est très très drôle d'ailleurs, et je pense que si tu t'en rappelles, tu vas vraiment rigoler. Tu as voulu casser la gueule à un mec qui a battu un boxeur dont tu étais fan. Ouais, c'est vrai. Et c'est Joe Prestia. Exactement. Ouais. Il m'a envoyé un message ce matin avant l'émission, Joe. On a discuté, il m'a envoyé un message avant l'émission, il m'a dit, regarde, j'ai cette anecdote-là, je pense que ça va faire beaucoup rire André. Ah, mais c'est vrai. C'est que, en fait, je vous explique l'histoire d'abord. Vas-y. Comment il me l'a décrit, Joe. En gros, Joe, c'était dans les années 80, je crois. 80, pile. Voilà. André était fan d'un boxeur thaï. Sam Xuneban. Lui, il se rappelle plus du nom et il m'a dit, André va se rappeler.
J'étais fanatique de lui. Mais de ouf, c'était, Et Joe, en gros, a réussi à battre le Thaïlandais. Et là, t'as André Zetoun qui a dit à Joe, on va venir avec mon équipe, on va te casser la gueule. Ouais, c'est vrai, dans les vestiaires. Il avait boxé, c'était à Maubert Mutualité. Et moi, j'étais venu voir Xam Geneman parce que j'étais totalement fan de lui, mais genre comme si c'était Barry White, quoi, tu vois. Ouais, pour toi, c'était le Lionel Messi de la boxe. Ah non, mais moi, j'étais fan. Et en plus, il me kiffait parce qu'il voyait que j'étais fan et tout. Il me ramenait en voiture et tout. Ah ouais. Mec, en plus, c'était un super boxeur. Il a démonté tout le monde et tout. Il habite à Lyon, on est toujours potes, hein. Okay. Il a 69 ans aujourd'hui. Et moi, je vois un petit Français blanc comme ça, qui vient de je sais pas où. Il est en train de se faire démonter. Et comme le Thaïlandais c'est pas vraiment entraîné ni rien, à partir de la 3e il faiblit et Joe il gagne le combat au point. Avec mes potes de ma cité, des 4000, on avait tellement le seum, on s'est dit on va aller le voir dans les vestiaires, on va lui péter la gueule. J'avais trop le seum, mais encore aujourd'hui j'ai le seum. Hein. Et pourtant Joe c'est un de mes meilleurs amis. Hein. C'est mon grand frère. C'est ce qu'il m'a dit, c'est ça qui est drôle. C'est qu'il m'a dit en gros André est venu me menacer avec son équipe en me disant on va te casser la gueule. Bah ouais. Ah, quand il m'a dit ça, j'étais mort de rire derrière mon téléphone, la vérité. Bon, bah après quand tu connais Joe Prestia, tu casses la gueule à tout le monde sauf à Joe Prestia. D'ailleurs, j'ai vu que tu as raconté une anecdote où apparemment c'est le seul à l'entraînement à tenir tête à Jérôme Le Banner, à vouloir lui Non, il y a plein de gens qui tiennent tête à Le Banner, mais on parle du poids. Oui, mais je parle surtout de lui, c'était une légende à ce moment-là déjà. Jérôme, il était en phase d'entraînement à ce moment-là ou il était déjà Alors non, c'est en 1996, voilà. Ça se passe dans ma salle, je suis en train de tenir les PAO à Jean-Charles. Jean-Charles qui doit faire un championnat d'Europe contre Kader Marouf. Ah, j'adore Kader. Très sympa. Je suis sur la gauche du tapis et sur la droite au fond de la salle au club de Ménil, il y a Jérôme Le Banner qui est en train de mettre les gants un petit peu avec des élèves, tu vois, il y avait 2-3 lourds. Et puis il y a Joe. Il y a Joe, et Joe il va tourner avec lui. Mais Joe, à cette époque-là, c'est une vraie star. Hein. Voilà, c'est pour ça que je dis ça surtout. Mais quand je te dis une star, c'est les gens ils se rendent pas compte ce que c'est. C'est Johnny Hallyday, c'était son pote. J'ai vu. Alain Delon, Johnny Hallyday venait le voir boxer. Il l'appelait wow Joe, t'es où et tout. Mais je sais pas des conneries, hein. Tu vois. Salut Joe. Salut. C'est un truc de fou. Et c'était une vraie star. Il passait à la télé. On le voyait dans les magazines. Ouais, il était partout. Magazines, même au cinéma. Partout. Et là, et puis moi, Joe, c'était mon pote. Il venait s'entraîner à la salle une fois par semaine. Et il est dur, Joe. Et il met les gants avec Le Banner et Le Banner, il fait 120 kilos. Et Joe, il en fait 65. Ah oui, c'est une vraie différence. C'est le double, presque. Et puis, il y a 30 centimètres d'écart, tu vois, c'est... Surtout. Et là, ça part un peu en couille. Et puis là, il y a un mec qui vient me voir. Un de mes élèves, il me fait André. Il y a Joe Prestia qui est en train de taper Le Banner. T'as dû être mort de rire. Toi, tu t'es dit, c'est pas possible. Mais si, moi, je connais Joe. D'accord. Mais j'ai dit à Joe, tu veux décéder aujourd'hui ou quoi? C'est comment? Parce que Le Banner, c'est un ouf. Et Le Banner, si tu pétas, il péta, hein. Ah ouais? Ah ben, c'est un mec du Havre, tu vois. J'ai rencontré lors d'un gala de boxe. On a fait une photo ensemble, on a discuté un peu. Ouais. Adorable. Et ce qui était drôle, c'est comment il arrivait à changer de tête entre les, tu sais, dès qu'il y avait le combat, il avait une telle, tu sais, il changeait de tête entre le combat et quand il parle avec toi. Ouais. Avec toi, il va être tout sourire sympa et dès qu'il est dans le combat, il est à fond, ouais. Il est truc. Et ça, c'est incroyable. Ouais, j'ai trouvé que c'était marrant. Ouais, mais il est marrant. La transition. Alors, faut savoir une chose, c'est que toi, tu parles de Skarbowski, tu parles de Joe Prestia ou Johan Fauveau ou de Kamel Chouaref et Jérôme Le Banner. Mais ce sont des mecs qui sont hyper drôles. Et tu sais comment je m'en suis rendu compte? Ouais. Quand je regardais les vidéos justement avec toi, avec Jean-Charles, c'est que je trouve que quand vous faites des cours, vous êtes hilarant avec les élèves parce que vous arrivez à être sérieux, bien sûr, et la boxe, tout ce côté-là, mais vous faites des blagues tout le temps. Bien sûr. Moi, par exemple, j'ai déjà assisté à un cours de Jean-Charles, je pleurais de rire comment il parle à ses élèves. Mais oui. Il est exceptionnel. Ça veut dire qu'en fait, il arrive, moi, à un moment, il m'a fait une vanne, j'étais par terre de rire. Tu sais, moi, à l'époque, bon là, je suis un peu fort et tout, mais à l'époque, j'étais vraiment gros quand j'ai été le voir. J'avais peut-être 20 kilos de plus. Ah ouais, d'accord. Je faisais 95, là, aujourd'hui, je fais 80. Voilà, à peu près 20 kilos. Bref. Et il me dit, il m'interpelle pendant le cours. Moi, maintenant, j'étais venu assister au cours pour regarder un peu, parler avec lui et tout. Et il m'interpelle pendant le cours et il me fait, tu vois, elle, par exemple, elle boit pas de coca rouge, c'est son choix. Mais toi. Et là, je le regarde, je fais, Jean-Charles, s'il te plaît, m'humilie pas devant les élèves, tu vois, on se taper des barres comme ça. Et je trouvais que c'était bien parce qu'en fait, quand tu fais des cours trop sérieux, tu y vas, tu kiffes, bien sûr, ça reste des cours de boxe, mais t'as pas ce côté bonne humeur. Et je trouve que toi, Jean-Charles, et ce genre de coach,
vont rajouter une bonne humeur au cours. Ça donne envie de venir encore plus que si on venait dans un cours où c'est juste la boxe, taper. Et c'est ça que j'ai aimé. C'est qu'ils te vannent. Bon, ça reste toujours bon enfant, bien sûr, il y a rien qui va humilier l'autre, il y a rien qui va être méchant. Ça reste des vannes, mais c'est marrant. Moi, qui est humoriste, j'étais mort de rire tout le long. Et les élèves aussi, je voyais qu'ils rigolaient, tu vois, quand ils font le gainage. Jean-Charles, il arrive, il met des petits coups en traite en dessous de la table. Tu vois, des choses comme ça, c'est drôle. C'est pas des choses où on va se prendre la tête. Et c'est ça que j'aime dans votre philosophie de cours, en fait. Et même Johan, j'ai déjà assisté à des cours à lui, c'est marrant, c'est bonne humeur. D'ailleurs, Johan, je sais que, en fait, non, ouais, voilà, c'est ça que je voulais dire. Tous tes champions que t'as eu, en tout cas, les plus connus, ont leur cours, ont leur salle, ça doit être une fierté pour toi, je pense. Ouais. Alors j'ai en fait beaucoup plus que ça d'ailleurs. J'ai Malang à Pantin, j'ai Christophe Tang, c'est un très grand boxeur. Christophe Tang, je connais. Ouais, qui donne des cours à Nice. Mehdi Benhabid qui donne des cours dans une université. Eddy et Anthony Defrotin qui donnent des cours dans Paris. Je dois avoir à peu près entre 20 et 30 élèves, des anciens élèves qui donnent des cours. C'est magnifique. Ouais. Johan, je sais qu'il est à Neuilly, Coach by Me, ça s'appelle. Je sais que Jean-Charles, il a les 2 Skarbowski Gym. Toi, t'as la Team Zetoun. Franchement, c'est un beau patrimoine du Muay Thai en France. Et franchement, c'est magnifique. C'est génial. Alors maintenant, je vais continuer l'interview. Tu vois, j'aime bien parce qu'on partage des anecdotes, c'est cool. Alors déjà, toi, on te connaît pour ton énergie, tes punchlines et ton œil de lynx, comme on dit. Mais en fait, comment c'est venu pour toi l'idée de devenir coach? C'est quoi qui t'a fait quand t'étais en combattant? C'est quoi qui t'a donné envie justement de transmettre ton savoir ou même juste d'apprendre à donner à des gens? Parce que en général, pour moi, quelqu'un qui devient boxeur, qu'il soit champion ou pas, et qui veut donner des cours, c'est qu'il veut donner son enseignement à quelqu'un d'autre. C'est quoi qui t'a donné envie? C'est quoi la motivation principale que t'as eue? Alors, un jour, je suis tombé sur une phrase d'un mec que tu connais qui s'appelle Maïmonide. Ouais. C'est Rambam. Et qui a sorti une phrase, je suis très fan de Maïmonide, vraiment, mais ils ont une bonne philosophie. Il a sorti une phrase, il a dit, tout ce que n'est pas transmis est mort. Ah ouais. Bon, donc voilà. À partir de ce moment-là, ça a percuté mon esprit et je me suis dit, ah ouais, c'est bien. Et en fait, quand tu aimes quelque chose, quand tu es passionné de quelque chose, t'as un besoin viscéral de le montrer aux gens, de dire, regardez, par exemple, moi, mes enfants, ils sont beaux, je vais dire à tout le monde qu'ils sont beaux, nanani, nanana. Après, ils sont, je sais pas comment ils sont, tu vois. Tu les vois comme ça, en tout cas. Et j'ai un besoin de parler tout le temps de mes enfants, ou quand ta femme, elle est belle, elle est gentille, t'es bien, t'as envie de dire à tout le monde, j'adore ma femme. En fait, tu fais de la promo de ce que t'aimes. Okay. En gros, c'est ça. Tu fais de la promo de ce que t'aimes. Et moi, je suis passionné de boxe, donc je fais de la promo de la boxe. Il y en a qui font de la promo de la drogue. Moi, je fais de la promo de la boxe. Oui, pour te dire. Ouais, je vois ce que tu veux. Moi, je fais de la promo du bien-être. Bien sûr. Il y en a qui font de la promo de la guerre. Il y en a qui font de la promo de ci. Donc, quand tu aimes quelque chose, fondamentalement, quand t'es passionné, t'es prêt à tout pour partager ça. Et transmettre, c'est la meilleure manière de partager ta passion. Alors ça c'est vraiment le plus beau, moi je trouve. Et je voulais demander une journée type d'André Zetoun quand il va s'entraîner à la salle avec ses élèves, ce serait quoi? Alors moi je me lève le matin tranquille. Tu vois, il y a pas le feu. T'as pas de pression, t'es pas en mode de feu au frigidaire et pas de feu à la synagogue non plus. Je me lève tranquille, tac tac tac. Ensuite je vais à la salle et la première chose que je fais à la salle, je nettoie la salle. Ok, ça déjà. Je passe à peu près 3/4 d'heure, 1 heure à passer. C'est pas très grand. Hein. Je lave, je nettoie, je passe l'aspirateur, je nettoie vraiment la salle de fond en comble. Pour que tes élèves, quand ils arrivent, c'est nickel chrome. Par contre, moi, je suis un bâtard. Hein. Tu rentres dans ma salle, faut prendre soin de ma salle. Hein. Y a pas genre tu jettes les trucs par terre et tout. Hein. T'es pas chez toi, quoi. Oui, bien Même sûr. si tu payes, t'es pas chez toi. Ensuite, j'attaque mes cours. Entre chaque cours, je passe un petit coup d'aspirateur, okay. J'ai des coups de fil, tout ça. Et en fait, en gros, moi, en fait, je donne 4 cours par jour. Ah oui, c'est beau. 4 cours, ça m'arrive d'en donner 6 aussi, parce que des fois j'ai des cours particuliers. Tu vois, le lundi, le mercredi et vendredi, je place un cours particulier, ce que je peux. Donc demain, je vais avoir 5 cours. Voilà, c'est beaucoup. Puis entre, je nettoie, je range. Donc en vrai, ta vie, elle est beaucoup rythmée par la boxe, surtout. C'est surtout ça, quoi. C'est surtout ça, bien sûr. Alors moi, j'ai une autre question, mais c'est plus sous quiz. Alors, quel coach a eu son bébé qui venait de naître? Moi. Et qui a eu le champion qui a gagné le même jour. Ouais. Et qui a, je crois, c'était un présentateur qui t'a présenté au micro en expliquant
ton fils Noam, je crois. Ouais. Il a annoncé au micro. C'est vrai. C'est fou. Hein. En fait, l'anecdote, vous allez voir, elle est folle. Hein. Mais en fait, il y a Jean-Charles Skarbowski boxe contre Kamel Mayouf et c'était il boxe le 15 novembre 1995 à Levallois. Ok. Non, Jeannot il boxe non, il boxe le 17. Ok. D'accord. Pardon, c'était un peu relou. Il boxe le 17 novembre 1995, sauf que moi quelques heures avant, mon fils vient de naître, s'appelle Noam, puisqu'il est né le 16 à 2h du matin, donc incroyable. Quelques heures après, à 2h du matin, je me rappellerai toute ma vie, je sors du faubourg Saint-Antoine, parce qu'il y avait l'hôpital Saint-Antoine là-bas, je rentre chez moi à 2h du matin à Yepes et tout, à pied et tout, galère. Ouais. J'habite à Vincennes, c'était la galère. Ah oui, quand même. Et donc, je vais là-bas. Le lendemain, Jeannot, il boxe et il gagne par KO à la 3e reprise. Et le présentateur, c'est quelqu'un que j'aime profondément, qui est décédé, qui s'appelle Daniel Lalouche, et qui a dit, je vais en profiter ce soir pour vous annoncer que le coach de Jean-Charles, André Zetoun, vient d'être papa d'un enfant, d'un garçon qui s'appelle Noam. Et là, les gens, ils vous applaudissent. T'as dû avoir une émotion extraordinaire. Il y avait 4000 personnes. J'avais les larmes aux yeux. Et là, je rentre dans les vestiaires. Je dis, putain, c'est le plus beau jour de ma vie. Ah ouais, t'as dû être comme un fou, bien sûr. Ah, c'était génial, ça. Ah, c'est ça. Et tu vois, c'est un beau souvenir. Ouais, c'est un beau souvenir. Franchement, quand j'ai vu ça. Et mon fils aujourd'hui va avoir 30 ans. Ah oui, quand même. Il y a 29 ans. Il est plus âgé que moi. Ah ouais. Moi, j'ai bientôt 27. Ah oui, quand même. Ah ouais, c'était en 95. Ah oui, donc la boxe, vraiment, c'est incroyable. T'as vu les émotions que ça procure quand t'es applaudi par le public? Unique, c'est ce que je dis. Et alors, je lis 30 secondes. Ouais, voilà. Alors, moi, j'ai fait des petites vannes sur le Muay Thai. J'ai essayé, en tout cas, en tant qu'humoriste. Alors, il y a des gens qui disent que le Muay Thai, c'est vraiment le sport où comment se faire taper en short par un mec qui a un short coloré sans forcément perdre sa dignité, parce que c'est vrai. Hein, ouais. Quand on combat, des fois on a des shorts roses, et on est torse nu. Le coach il dit allez vas-y tape dans le sac. D'ailleurs, je crois que toi t'as fait une petite connerie, Johan Fauveau. Ouais. Tu l'as fait taper un peu beaucoup dans le sac. 1540 coups de pied. Je sais pas si vous vous rendez compte. Nous, on en met déjà 30, on en a marre. Quoi, 30, tu meurs. Il arrive, monsieur Zetoun, hein, le monsieur Zetoun, qui lui dit, Johan, tape dans le sac. Fais-moi 1000. Non, en fait, il devrait préparer un combat à Levallois contre un Thaïlandais qui s'appelle Kapapet. Et je sais que le mec était très très fort. Et je dis à Johan, j'ai dit, aujourd'hui, tu vas me faire, ton cours, c'est 1000 coups de pied au sac. Wow. Et il en a fait 1540, et je me rappelle parce que c'est mon neveu qui avait compté, et ça a duré plus de 40 minutes au sac. Ouais. Sans s'arrêter, hein, je crois. Non, sans s'arrêter. 1500. Ouais. Comme ça. Voilà. Et après, je crois, il est parti vomir, je sais plus trop. Là, tu t'es regardé, t'as dit, André, t'as déconné, là. Non, là, je me suis dit, je l'ai un peu poussé fort. Mais bon, après, il a boxé contre. Ça lui a servi. Il a gagné contre Thaï. Ouais. Encore mieux, alors. Ouais. Oui, des fois, je faisais des trucs de ouf, moi. Je faisais des trucs de ouf, mais en fait, c'était en test. Parce que je teste, mais moi je me teste aussi. En vrai, tu te dis, je la teste, au pire ça passe pas, je recommence pas, quoi. Exact. Et toi, je sais que t'as toujours été un passionné de cinéma. De ouf. Les films d'arts martiaux, je pense que on a tous mais pas que. Non, bien sûr. Moi, je parle plus dans le domaine de la boxe. Est-ce que t'as des films références qui t'ont vraiment procuré en arts martiaux? Ouais. Ouais, il y a un film en 2000. En 2000 qui s'appelle Hero. Okay. Hero. Ah, je crois que je l'ai vu. C'est avec des samouraïs ou pas? Juste tu me dis. Non, c'est pas des samouraïs. Ça se passe comme d'habitude, ça se passe en Chine, mais c'est une production hongkongaise. Il y a tous les plus grands acteurs hongkongais de l'époque. Okay. Il est sorti il y a 25 ans le film. La musique, c'est Itzhak Perlman en plus qui a fait la musique. C'est un grand violoniste, un grand chef d'orchestre dans le monde entier. Et dedans, t'as tous les plus grands acteurs qu'on connaît. Tu vois, t'as Jet Li. Moi, je suis fan de Jackie Chan, Jet Li. Alors, il y a pas Jackie Chan dedans, mais il y a tous les plus grands acteurs. Ça s'appelle les héros. Et ce film, c'est. Il y a tout ce que dedans. Il a les cheveux longs. Ça me dit un truc. Je crois que je l'ai vu en fait. Si, ça me dit un truc. Je crois que Jet Li, il a les cheveux un peu longs dedans et il se bat vraiment comme un ouf. Ça doit être ça. C'est pas vraiment ça. Non, l'histoire, c'est pas. Elle est magnifique. Je le verrai. Alors, je raconte pas. Non, mais Héros, c'est une dinguerie. Alors, si vous aimez la couleur, les images sont tellement belles. Il y a des ralentis, c'est magnifique. Les costumes, ils sont dingues. Okay. Les scènes de combat, c'est exceptionnel. En fait,
c'était innovant, tu vois, déjà à l'époque. Mais après, moi, si tu me parles des films de Kung Fu, j'ai dû en voir 250 000. Ah, moi, Jackie Chan, pour moi, c'est le GOAT. Bon, après Bruce Lee, bien sûr, mais je parle plus récent. Pour moi, Jackie Chan, encore aujourd'hui, il y a le film Karate Kid qui va sortir avec l'acteur du vrai Karate Kid plus Jackie Chan. Ralph Macchio, qui forme un enfant qui se fait harceler. Et je trouve que rien que le fait que Jackie Chan, il doit avoir 78 ans. Non, moins. J'abuse, mais t'as compris. Ouais. On le voit comme ça. Il a les cheveux blancs maintenant, il est un peu âgé, mais il se bat toujours comme un tueur. Jackie Chan, moi il fait ses propres cascades. Moi, c'est un film que j'ai adoré de lui. Après le reste, je suis pas trop fan. Combat des maîtres. Pas mal, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Tu sais qu'il a fait sa première apparition en 1972. Dans un film de Bruce Lee. Opération Dragon. Ouais, en tant que cascadeur, je sais. Non, il se fait démonter. Oui, il se fait démonter. Oui. Bah, c'est un cascadeur. Ah oui. Il se fait éclater. Ouais. Et il dit que Bruce, après, il a posé tout, il a été s'excuser parce qu'il lui a mis un coup de bâton, il se l'est pris là. Ouais. Ah non, c'était exceptionnel. Alors moi, le film que j'ai adoré, c'est un film que j'ai été voir au cinéma, j'avais 16 piges, de Jackie Chan. Ça s'appelle, Le Chinois. Je l'ai. Tu l'aimes, Le Chinois? Ouais, bien sûr. C'est un classique. Est-ce que tu te rappelles la musique? Non. Mais... Ça siffle. Non, je me rappelle pas. C'est la première fois que les combats du Chinois, c'est un délire. C'est génial. Ça se passe aux États-Unis dans les années 20. C'est même, je crois, c'est dans le Bronx, non? Exact. Ouais, c'est ça. Ah, il est incroyable. Ouais. Il est incroyable. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Est-ce que tu dirais que la boxe, pour toi, ça a été le destin? Ça, c'est une vraie question que je me pose. Est-ce que comme t'as commencé jeune, mais le fait de devenir entraîneur, le fait de vivre ta vie par rapport à la boxe, est-ce que t'appellerais ça le destin? Non. Ok, parce que moi, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que moi, tout ce que j'ai fait dans mon milieu, ça a été le destin. C'est-à-dire, pour une fois, je parle de moi, parce que je fais l'interview, mais j'ai envie juste de raconter cette anecdote. C'est-à-dire que moi, si je te dis comment j'ai commencé le stand-up, c'est pas possible tout le monde me dit, tu te fous de nous. En fait, j'étais fan d'un gars qui s'appelle Bunai Min. Je sais pas si tu vois, c'est un Chinois au Jamel Comedy Club qui est très connu. Avec les cheveux longs. Ouais. Et ben, moi, j'aime bien. Ouais. Et à l'époque, en fait, je faisais des vidéos, je faisais des imitations, des petites voix, tu vois, des petits, je faisais Sarkozy, tu vois, genre, écoutez, on va se calmer. Bonjour. Tu vois, je faisais des trucs comme ça. Je lui envoie la vidéo. Et un jour, je vais voir un spectacle avec mon père. J'ai invité mon père à aller voir Anthony Cavana, que j'aimais beaucoup. Ah, pas mal. Très, très bon. Pas mal. Et Anthony Cavana, la première partie, c'était Bunai Min. Quand je le croise dans les couloirs, je lui dis juste bonjour. Je voulais pas faire le fan, j'aime bien ce que tu fais et tout. Et il me dit, tu m'as pas envoyé une vidéo hier soir? Parce que je l'avais envoyé la veille, je savais pas qu'il venait au spectacle. Et il me dit, comme ça. Je lui ai jamais vu, je l'ai jamais parlé, il a juste vu ma vidéo, il m'a mis un pouce. Tu vois, c'était gentil. Moi, je le prenais comme un truc de ouf, alors que c'est juste un pouce. Et il est venu me voir, il m'a dit, tu fais quoi le 13 juillet? J'ai besoin d'une première partie. J'avais pas de texte. J'avais jamais écrit de ma vie. Je faisais juste des petites vidéos dans ma chambre, tu vois, parce que j'ai toujours rêvé de faire ça quand j'étais petit. Parce qu'en fait, moi, j'ai commencé avec une vidéo de Gad Elmaleh. Quand j'étais petit, j'ai eu une maladie qui durait un mois. J'étais confiné dans ma chambre. C'était équivalent du Covid, c'était la grippe A. Tu vois, quand j'étais petit, grippe aviaire. Et j'étais confiné dans ma chambre tout seul. Et ben moi aussi. Mais moi, j'étais confiné dans ma chambre et j'avais 2 DVD. J'avais Jamel Debbouze et Gad Elmaleh. Je commençais à apprendre les sketchs par cœur, tout, et je les refaisais devant ma famille et rigoler. Et j'ai un oncle, il m'a toujours dit, fais-le, t'es bon pour ça, machin, t'expliques bien, tu parles bien. Je me suis toujours dit, ouais, ok, je me voyais pas le faire. Et là, Boone, il me dit, viens faire ma première partie. Et ma famille m'ont fait une surprise, ils ont pris 70 places. Ils sont tous venus. Ah, c'est génial. C'est-à-dire, il y avait 70 places sur 300 personnes, 70 personnes de ma famille qui sont venues. J'étais standing ovation, tout le monde comme des fous et tout. Normal, la famille. Honnêtement, je pense pas que j'ai géré de fou ce soir-là, mais rien que le fait de l'avoir fait, ils m'ont tous dit, excusez-moi du terme, t'as des couilles. Parce que j'avais 16 ans, jamais fait de scène de ma vie, j'avais fait de théâtre aussi, hein, je me suis lancé en autodidacte. Et même pour les arts martiaux, j'ai toujours fait des cours par-ci par-là, mais j'ai toujours aimé ça. Et c'est ce que je voulais dire par là, pourquoi je raconte l'anecdote. Et tu vois, quand tu fais des choses par passion, et comme t'as dit, l'entourage, c'est important. Tu vois, Boone, je le connaissais pas, tac, je lui ai envoyé une vidéo, il m'a proposé. Et le fait de l'avoir fait, ça m'a lancé. Et après, grâce à lui, j'ai joué au Paname. D'ailleurs, c'est grâce à lui, parce qu'il est venu voir le patron du Paname. Il m'a dit, il a fait ma première partie il y a pas longtemps, fais-le jouer. Et c'est comme ça que ça a commencé pour moi. Pas mal. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que pour moi, je pense que tout est lié au destin dans le sens où toi, tu te serais pas vu faire autre chose aujourd'hui. Non, mais moi, c'est pas le destin, parce que je viens d'une famille de boxeurs. Mon père était boxeur, il a fait des combats. Mon frère, il a fait des combats, il était boxeur. Mon entourage aux 4000 logements, Omar, Yazid, Boulbaba, Christophe. Si tu boxais pas, t'étais un peu l'outsider. Non, mais non, c'est, en fait, tu baignes dans un univers de boxe, donc c'est tout à fait, il y a rien d'extraordinaire, tu vois, tu baignes dedans. Oui, en vrai, t'as toujours été dans ce milieu, donc pour toi, c'est une évidence. Oui, exactement. Il y a rien d'extraordinaire.
Ce qui aurait été bien, c'est que je sorte de ça. Mais je suis resté dedans. Et ma dernière question, est-ce que aujourd'hui, quand tu vois le MMA d'aujourd'hui, comment c'est médiatisé, comment tout le monde en parle, quand il y a des combats, ça réunit des foules, est-ce que tu penses que si il y avait eu autant de médiatisation autour de la boxe thaï, il y en a eu. En ouais, il y en France a comme eu, ça bien sûr. Okay. Non mais moi par exemple, j'ai toujours été dedans aussi à kiffer tous ces Non, il y en a eu, nous on a eu Canal. Canal, les soirées de Canal, j'ai fait fallait l'avoir Canal aussi. C'était pas donné à tout le monde. Ouais, mais par exemple quand Jérôme Le Banner il boxe au mois de juin en 1996 au Zénith, d'abord il y a 5000 personnes et c'est en direct à 20h45 sur Canal+ un samedi soir. Ah ça c'est fou. Ah, c'est quand même pas mal, tu vois. Non, on avait ça, on avait Canal, on avait Formule Sport, on avait il y a eu des chaînes qui se sont intéressées à nous, il y a quelques années encore on a eu Combat Sport. Ah non, mais le Muay Thai, quoi qu'il arrive, ça intéresse tout le monde. Oui. Je dis pas ça dans le sens, ça, c'est donc pas c'était connu. Quoi la question en fait? Moi, ma question c'est, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, le Muay Thai aurait pu être au même titre que le MMA si ça avait été à l'époque plus reconnu? Parce que le MMA, ça a pas été reconnu tout de suite. Il y a eu une période où c'était interdit en France. Ils ont commencé à l'autoriser. Mais nous aussi, c'était interdit. Ah, je savais pas ça. Bien sûr. Parce que moi, t'as vu, je suis jeune. Nous, on n'avait pas le droit de dire, d'abord, ça s'appelait pas de la boxe thaï, ni, kickboxing. Ouais, on faisait du kickboxing thaïlandais. D'abord ça, et même pendant quelques années, on faisait, en France, quand tu faisais des galas avec Canal+, à la fin des années 90, le présentateur et télé et sur le ring, Daniel Lalouche, le regretté Daniel Lalouche, on disait Thai boxing. Ok. Parce que on n'avait pas le droit de dire. Ok, je sais. Ouais, tu vois, c'est un peu similaire. Après aujourd'hui, ce qui arrive au MMA, c'est génial. Ah bien parce sûr. que c'est en fait les gens quand ils regardent du MMA, ils ont l'impression de se voir eux. La boxe thaïlandaise, quand tu regardes la boxe thaïlandaise, c'est des mecs qui ont 20 piges, ils sont tout queues, ils sont fins, ils sont asiatiques, c'est presque intouchable. Mais un boxeur qui fait du MMA, des fois t'as des mecs ils ont 30 piges, ils sont costauds, mais tu vois ils ont des shorts, bon c'est voilà des petits gants. C'est ça. Tu peux un peu t'identifier. La boxe thaï, tu peux pas t'identifier. C'est vrai. Et justement, quand t'as vu que, tu vois, je te donne un exemple, Jean-Charles, il s'est fait sélectionner par Georges Saint-Pierre pour venir à l'époque de l'UFC où c'était pas hyper connu parce que c'était connu aux États-Unis, mais en France on connaissait pas trop l'UFC à l'époque. Est-ce que à ce moment-là tu t'es dit bon bah ce que j'ai transmis ça a servi tellement qu'aujourd'hui ça impressionne des grosses structures américaines. Bah moi j'ai eu Nicolas Régnier, je sais pas si tu connais, NR Fight. Ah bien sûr oui. NR Fight, Nicolas Régnier, je l'ai eu pendant 2 ans en boxe. Okay, mais je suis sûr qu'il y a pas mal de mecs qui ont fait qui font du MMA qui en ont fait, qui sont passés chez moi, que je connais pas trop les noms, tu vois. Ouais. Et des fois je croise des mecs dans des trucs comme ça, ils me disent te rappelles pas de moi, mais j'ai fait de la boxe chez toi à l'époque et tout. Je dis, ah bon. J'ai déjà fait des cours chez André quand j'étais petit, il s'est pas rappelé hein, non, tu vois. Mais c'est normal, il voit des élèves tous les jours passer. Ouais. Bah André, écoute, je te remercie. Merci beaucoup. C'est la fin de l'interview. Merci Mickaël. Ça m'a fait grave plaisir. Merci. Franchement, c'était génial. J'ai toujours aimé ce monsieur pour ce qu'il transmettait par rapport à la boxe. Merci beaucoup. La minute Muay Thai. Et voilà. Merci André. À bientôt. Et n'hésitez pas à aller à Team Zetoun et suivre André Zetoun sur les réseaux. Moi, c'était Mickaël Koskas pour Hors Catégorie sur Artop TV. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup.